Bonsoir. Aujourd'hui, nous faisons une pause dans notre grande série, puisqu'au lieu de vous raconter un épisode de plus, mon dernier livre qui sort aujourd'hui. Alors, c'est un exercice très difficile parce que comment parler d'un livre qui ne dise pas ce qu'il y a dans le livre, mais qui en dise quand même quelque chose puisque c'est le thème. Mais je vais pas vous dire ce qu'il y a dans le livre parce que sinon ce serait pas la peine de l'avoir écrit. Et au fond, ce que j'avais à dire, il est dans le livre. Donc j'essaie d'avoir un autre regard. Et au fond, mais la seule chose qui fait que je peux faire l'exercice, c'est que quand un livre sort, il a déjà été écrit il y a quelque temps. Donc on a un peu de recul. Et donc je le regarde maintenant avec un peu de distance qui me permet d'essayer de faire, de vous en parler. En un sens, alors c'est toujours difficile d'être soi-même, de pouvoir soi-même, dans le même temps la difficulté c'est d'arriver soi-même à voir ce qu'on a fait. En général, on est le dernier à pouvoir voir clairement ce qu'on a fait. Mais peut-être, je pourrais dire que c'est un livre qui fait pendant, c'est un livre qui fait pendant au livre que j'avais écrit qui s'appelait Risquer la liberté. C'est aussi un livre qui fait pendant au livre quasiment précédent, Auschwitz sous l'impossible regard. Mais d'abord, je me suis dit que c'était bien de le présenter comme le livre qui fait pendant à Risquer la liberté. En 2009, j'ai publié Risquer la liberté, qui était un livre qui témoignait d'une crise que j'étais en train de vivre, d'une crise que j'ai essayé de nommer tant bien que mal, la crise de répondre à l'urgence de la liberté. Que risquer la liberté, ce dont parle le livre, c'était ce aussi que j'avais à faire. Cesser d'être un gentil garçon, de faire ce qu'on voulait que je fasse, répondre aux désirs des autres pour essayer d'advenir plus proprement à ce qui m'appelait dans sa radicalité et sa singularité. Et plus particulièrement, pour moi à ce moment-là, c'était de me libérer du poids de la religion bouddhiste, ou du bouddhisme comme religion. Et de la manière dont le bouddhisme que j'avais reçu, depuis déjà 20 ans, devenait un autre conformisme. Une manière dont les choses se figeaient. Et dans le livre Risquer la liberté, je raconte par exemple cette anecdote où je vais écouter un concert de Schubert et qui me bouleverse complètement, où j'ai vraiment l'impression d'être comme purifié très profondément comme la musique fait, et d'être écouté un enseignant tibétain et d'avoir trouvé ça extrêmement ennuyeux, et de m'être senti coupable d'avoir trouvé ça aussi ennuyeux. Et le contraste entre le concert et cet enseignement m'a beaucoup frappé et m'a conduit à décider d'écouter plus de concerts et de ne plus écouter les maîtres bouddhistes tibétains dans leurs conférences, pour la plupart, où quelque chose pour moi n'était plus parlant, mais était un discours que je connaissais par cœur. Ça a été aussi quitté. Le micro. Ah, il faut que je sorte. Oui, excuse-moi. Ça a été aussi quitté l'école qu'avait fondé Shogam Trungpa. Il était mort en 87. Mon livre est en 2009. 20 ans après sa mort, l'école qu'il avait fondée, Shambhala, ne me semblait plus être porteur de quoi que ce soit
qui avait suscité mon engagement 20 ans au préalable. Et donc j'ai pris la décision de quitter et de fonder l'école occidentale de méditation. Mais à l'époque, quand j'ai fondé l'école occidentale de méditation, j'ai pas pris la décision de fonder l'école occidentale, j'ai pris la décision de quitter. Et puis c'est fait, l'école occidentale est apparue. Je n'aurais jamais pensé à l'époque que je me retrouverais quelques années plus tard à faire le travail que je fais. Et je raconte beaucoup dans le livre comment des crises, le sentiment de tout abandonner, de tout perdre, se révèlent souvent comme ce qui ouvre des nouveaux possibles. Et que, au fond, si j'avais pas accepté de tout perdre, il n'y aurait jamais eu l'école occidentale de méditation. Donc, risquer la liberté, au fond, c'est cette sortie. C'est bon pour le son? Non, mais là, excusez-moi, je demande juste à l'enregistrement. Si l'enregistrement, excusez-moi. Stéphane, c'est bon pour le son? Donc, le risquer la liberté, même si ça raconte plein d'autres choses, ça raconte le sens du chemin, le chemin de cette aventure. Eh ben, on pourrait dire que la tendresse du monde parle d'un autre mouvement qui n'est pas sans rapport à ce premier mouvement, qui est un mouvement pour laisser tomber plus avant toute image, tout rôle à jouer, et en particulier de laisser tomber l'idée convenue de sérénité, de sagesse, qui est un risque plus grand à assumer, qui n'est pas seulement celui de la liberté, qui est certes très important, mais qu'il faut assumer quelque chose de l'ombre et de la nuit, si nous voulons connaître un rapport réel à la lumière. Et il y a à abandonner un certain idéal que nous pouvons avoir pour assumer quelque chose de notre propre vulnérabilité d'être humain. Et je crois que il y a ces deux mouvements, en tout cas, dont je peux témoigner de mon existence. Et on pourrait dire qu'en ce sens, ces deux livres tentent de répondre à l'aliénation de notre temps, de notre monde, qu'il est difficile de penser dans toute son ampleur. Et peut-être encore de manière plus radicale, la tendresse du monde essaye de dire quelque chose de l'aliénation qui nous étreint, aliénation qu'à mon sens, nous ne voyons pas assez. Et que le discours habituel, le discours, disons, social sur l'aliénation, manque l'ampleur de cette aliénation. C'est un peu le paradoxe, puisque on accuserait volontiers le discours sur la poésie, la littérature, la méditation, d'être coupé des grands enjeux sociopolitiques. Et moi, je dis absolument l'inverse. Je dis le discours habituel sur les enjeux sociopolitiques manque quelque chose de décisif dans ce qui étreint si profondément notre humanité aujourd'hui et qui participe de ce que j'appelle dans le livre, en m'appuyant sur Franz Kafka, le système du désastre. Et qui fait que tant de gens souffrent profondément. Et que cette souffrance, mais je vais y revenir, loin d'être uniquement psychologique, est une souffrance qui vient de plus loin. Oui, si on peut... aujourd'hui, on trouve un peu partout l'idée que il y a un problème avec l'état du capitalisme et de ce qu'il entraîne comme violence à tous les niveaux de notre société. Mais ce qui est très beau que dit Franz Kafka, que j'essaye de méditer dans le livre, c'est comme il dit, le capitalisme est un état de l'âme, un état de notre âme. Et c'est ça que je crois qu'il faut réussir à penser, qui est pas du tout évident. On dénonce bien aujourd'hui la financiarisation du monde, qui est une évolution très étrange du capitalisme, où il ne s'agit plus seulement qu'il y ait des patrons qui font des industries,
Mais dorénavant, le pouvoir est aux mains des financiers, avec tous les problèmes que cela pose. Mais ce qui serait intéressant de voir, c'est comment il y a une financiarisation de notre âme. Et comment nous parlons le langage de la financiarisation. Gestion des affects et des émotions. Tout ce langage trahit quelque chose de très gestion du stress. Tout est organisé à partir de l'être humain vu dans la perspective mon capital de bonheur, mon capital sexuel, mon capital amoureux. Enfin, tout est vu dans est-ce que j'en ai eu assez, et dans une gestion des flux qui ont à voir avec la manière dont les flux financiers sont gérés, et qui ne parlent pas du tout un langage humain, qui est un langage qui nous désapproprie de manière très profonde de notre humanité. Et là, il nous faudrait bien un nouveau Charlie Chaplin qui ferait l'équivalent de la dénonciation qu'il fait dans les temps modernes, dans une forme de déshumanisation. Il nous faudrait un Charlie Chaplin qui nous montre la déshumanisation d'aujourd'hui. Et mon livre est, on pourrait dire, mon livre est une sorte de, on pourrait dire, ça pourrait, je n'ai pas pensé, mais j'aurais pu appeler le sous-titre de mon livre Prolégomène à un prochain film de Charlie Chaplin. Je crois que personne n'aurait compris, mais c'est très, et je dis ça d'autant plus que pour ceux que c'est très important de souligner que Simone Weil, la grande philosophe, avait bien vu comment les temps modernes de Charlie Chaplin sont un des films majeurs de la compréhension de la barbarie de notre temps. Vous savez que Simone Weil est une des penseurs qui a le plus profondément fait l'épreuve de la détresse du monde moderne. Peut-être vous savez pas, mais c'était une philosophe qui a étudié avec Alain et qui a travaillé en usine, je crois chez Citroën, pour voir quelle était la condition ouvrière, et qui a témoigné de l'effroi de la condition ouvrière, et qui a été très marquée quand elle a vu les temps modernes comme vérité d'une situation historique qui est profondément inhumaine. Donc la tendresse du monde tente de parler de ça, tente de répondre de ça. Alors, je crois que le premier point de mon propos, parce qu'il pourrait, pour ce soir, c'est qui m'apparaît de plus en plus urgent, de plus en plus nécessaire, personnellement, mais aussi vu la situation, d'abandonner le rêve de la sérénité, en tout cas comme elle est présentée. Alors, je sais bien que dans l'école occidentale, on a fait un séminaire qui s'appelait Sérénité en novembre à partir d'un texte de Heidegger, mais nous avons travaillé le terme de telle manière qu'il prenne un tout autre relief que le sens actuel. C'est très étonnant de voir le nombre de discours sur le bonheur. En venant ici, on marchait, il y avait une publicité pour un organisateur de voyage. On voyait des gens assis sur des lotus. Et c'était quoi le texte? Quelle est votre idée du bonheur? Et on voyait des gens assis sur des lotus. Et il faut payer pour aller, je ne sais dans quel club de vacances. Et on sait très bien que c'est pas vrai. Et ce qui est très important, c'est qu'on parle de ce bonheur. Il faut qu'il y ait ce bonheur. La publicité repose sur le bonheur. Des livres reposent sur cette idée du bonheur. Et nous savons très bien que c'est faux. Que c'est incomplet. Que personne, enfin, je sais pas si vous connaissez, vous, quelqu'un de complètement serein. Moi, je ne connais personne de complètement serein. Et j'ai beau chercher. Mais nous vivons dans le mythe. Quand j'ai publié mon livre sur la méditation, j'ai eu une bataille assez forte avec une agence qui voulait faire la promotion du livre et qui voulait qui avait fait un slogan, c'était grâce à la méditation, détruisez la peur, liquidez l'angoisse, débarrassez-vous des ennuis, atteignez la paix. J'ai dit mais c'est le contraire de tout ce que je crois. Il dit mais vous connaissez, laissez-nous faire notre métier et faites le vôtre. J'ai dit non, c'est pas possible. Je suis désolé, mais
d'abord, je ne crois pas que ça puisse aider quelconque le discours que vous tenez, et c'est le contraire de... C'était une bataille très violente, qu'il faut souvent avoir dans l'existence. Donc on ne peut pas être serein, parce qu'il faut réussir à porter à jour quelque chose de vrai, et porter à jour quelque chose de vrai ne se fait jamais sans une forme de combat, pour reprendre un mot de Kafka, qui a très bien pensé le sens du combat. Donc, notre temps repose sur la promesse de sérénité. Alors encore plus quand on parle de méditation, vous voyez, mon cas est foutu. Il n'y a rien à faire. Pourtant, je ne cesse de dire ça. Ce que je dis là n'est pas absolument nouveau. J'ai été interrogé il n'y a pas très longtemps. J'explique tout ça, et l'article s'appelle « Fabrice Midal, un philosophe zen ». J'étais dépité. Mais absolument dépité, parce que c'est tout le contraire de... Je ne suis pas... D'abord, je ne suis pas zen. Je suis stressé, angoissé, enfin pas tout le temps, mais ça m'arrive d'être stressé, angoissé et malheureux. Je viens juste d'un séminaire où j'ai fait stressé, angoissé, malheureux et déprimé, mais déprimé c'est moins mon cas. Mais les trois autres, oui, ça m'arrive. Donc c'est affreux. Et c'est très... mais c'est pas juste une... Il y a derrière cette étiquette, dire que je suis philosophe zen, quelque chose de très profond quant au fait de nier la possibilité du chemin dont je parle. Et je voudrais essayer de montrer ça. C'est-à-dire, le chemin dont je parle n'est évidemment pas le chemin de la sérénité, parce que moi je ne suis pas serein, et je ne connais personne qui l'est, mais c'est bien un chemin qui pense qu'il y a quelque chose à faire de notre existence, et que nous avons aussi à refuser quelque chose de l'aliénation. Et alors si on dit que mon discours est un discours pour être zen, au fond on n'y croit pas, et on sait très bien que c'est à nouveau, on l'enferme dans le rêve, dans un autre rêve. Et à un moment, j'ai voulu appeler mon livre, pas La tendresse du monde, mais Cesser de rêver les yeux ouverts. Mais sans doute, c'est pas le titre qu'il fallait, mais c'est tout à fait l'idée qui a présidé, c'est l'idée qui a présidé à l'écriture de ce livre. En surfant sur Internet il y a quelques jours, j'ai écouté une chanson d'un maître spirituel. La première partie, ça dit toute la journée je pense à moi. Là on voit quelqu'un qui toute la journée pense à lui. Puis la deuxième partie c'est donc ça vous rend malheureux. Puis la deuxième partie c'est penser aux autres et vous serez heureux. Et tout le monde trouve ça tout le monde trouve ça formidable. Alors d'abord, ce qui m'a beaucoup étonné, c'est que le maître qui chante cette chanson-là, on le voit tout le temps sur la vidéo. Alors je me suis dit, c'est étonnant pour quelqu'un qui dit, faut pas penser à moi, faut penser aux autres. La mise en scène constante de lui-même et le côté complètement, tellement, oui, bien sûr, faut pas penser à soi, faut penser aux autres. Mais c'est un discours qui est tellement, qui fonctionne tellement par cliché qu'il devient faux parce qu'il fonctionne par cliché. Et je crois que ce dont nous avons besoin, c'est pour ça que je parle si souvent de la poésie, c'est de quelque chose qui vient faire effraction. Et si, comme dit Franz Kafka, je vais voir si je vais... Franz Kafka dit « Un livre ne présente de l'intérêt que s'il a un coup de poing dans le crâne et qui nous réveille. » Alors c'est sûr, si vous voulez un livre qui soit un bonbon pour vous calmer, c'est pas la même perspective. Et vous voyez, dans la chanson, on connaît la fin avant d'avoir vu le début. Vous écoutez 3 secondes, vous avez déjà compris. Et même les accords, tout est absolument fait pour vous endormir. C'est une structure de rêve. Si moi je me suis tourné vers la méditation, c'est qu'il y a eu quelqu'un comme Shogam Trungpa qui parlait en n'étant jamais de l'ordre du rêve, étant toujours aussi irritant et déconcertant. Et au fond, la quête de la sérénité comme elle est présentée, pensez pas à vous, pensez aux autres, par exemple. Vous soyez calme et soyez pas stressé. Ça repose sur l'idée que c'est un produit qu'il nous faut trouver. Vous achetez un produit.
Alors que la vérité centrale, c'est qu'il y a un chemin. La seule, à mon avis, importance de la méditation, c'est qu'elle ouvre un chemin. Elle ne vous donne pas une réponse, elle vous invite à questionner à neuf votre expérience. Ce dont j'ai parlé quand j'ai présenté la méditation tout à l'heure, c'est la capacité que nous avons à revenir, à redécouvrir le présent, à reprendre le risque de redécouvrir le présent. Et donc, il n'y a de chemin qu'en tant que nous n'avons pas compris tout d'avance. Mais pour un être humain, vous voyez, ça a à voir avec la structure la plus humaine. Pour un être humain, jamais rien n'est compris une fois pour toutes. Tout a besoin d'être réexaminé, re-questionné. Pour nous, partout, pour nous, hommes vivant au XXIe siècle, on nous propose, on nous promet d'être la sérénité comme le fait d'être cool. Et c'est profondément indigne. Et la méditation a à voir avec justement un sens de dignité. Et voyez comme c'est frappant. La sérénité, quand on la ramène à ce que ça pouvait être dans l'Antiquité, chez les stoïciens, par exemple, c'était le prix de la plus haute tenue, qui reposait sur 3 connaissances. La connaissance de la cohérence des propos avec la logique, la cohérence de la connaissance de la nature des choses, la physique, et la connaissance de la tenue, la morale. Et donc il s'agissait de regarder les choses avec une vraie hauteur. Pour nous, la sérénité, c'est le relâchement. Il faut être détendu et relâché. C'est être cool. C'est se décharger d'une tension. Au fond, l'idéal pour nous, ce serait une vie molle, un peu irresponsable. Alors que l'existence humaine est nécessairement prise dans une tension. Il n'y a pas d'existence qui soit sans une tension. On ne peut pas être détendu. Tout être humain est pris dans une tension. La tension d'essayer d'être plus juste, la tension de répondre aux autres, de répondre à une situation, de répondre à ceux qui ont besoin de nous, de la responsabilité que nous avons. Comment il n'y aurait pas de tension si nous sommes vraiment responsables? Si quelqu'un vient vous voir et vous appelle, si quelqu'un a besoin de vous, si quelqu'un est malade, comment il ne pourrait ne pas y avoir une certaine tension? Une tension à la fois par rapport à notre être, une tension par rapport au monde. Donc il y a quelque chose de vraiment rêvé. C'est pour ça que j'avais pensé à m'appeler ce livre « Cessez de rêver les yeux ouverts ». Partout on veut nous vendre des promesses d'un rêve, d'une solution rêvée. Et au fond, j'ai déjà raconté ça plusieurs fois, mais j'avais rencontré un grand éditeur américain qui m'avait dit « Mais Fabrice, si tu veux faire un succès, tu vas droit dans le mur avec tes livres sur la méditation. Si tu veux faire un succès, écris un livre qui dit « Vous n'avez pas besoin de méditer, vous méditez déjà. » Et ça, c'est exactement... C'est vrai. Du reste, si quelqu'un veut faire un best-seller, c'est absolument ça qu'il faut faire. Vous méditez déjà. Et vous en vendrez... parce que parce que ça vous fait rêver. Et ce qui marche souvent, c'est ce qu'on propose qui soit juste de l'ordre du rêve. On achète une promesse, on achète un bonbon. Comme quand on a trop chaud, on veut manger une glace. Mais on peut pas penser sa vie en mangeant simplement des glaces. Il y a un moment, il faut rentrer en rapport à la situation, en rapport à la réalité. Donc voilà le cœur de ce que je comprends du chemin et que je pense de plus en plus nécessaire pour moi d'avoir un peu plus le courage d'assumer cela avec plus de résolution, c'est que s'il y a une parole, s'il y a un sens à la méditation, s'il y a un livre qui a du sens, s'il y a une œuvre d'art qui a du sens, elle ne peut être que de l'ordre de ce coup de poing dans le crâne qui nous réveille. Ou comme le dit plus loin Kafka, une hache qui brise en nous la mer de glace. C'est une phrase très forte
une hache qui brise en nous la mer de glace. Alors c'est clair que nous avons tendance à refuser ça. Nous préférons le confort. Et donc on voudrait se shooter à la sérénité, au bonheur. Et on est même prêt à faire des stages de méditation pour se shooter au bonheur. Mais tout est perdu alors. Parce que si quelque chose a du sens, c'est justement la mer de glace, c'est l'anesthésie dans laquelle nous vivons. Nous vivons anesthésiés. Et il doit y avoir une parole qui nous déconcerte et qui fait qu'on se pose des questions. Pas une parole qui nous donne des réponses, mais qui nous fait questionner à neuf et partir dans une vraie aventure. Et il y a une phrase que j'aime beaucoup de Chogyam Trungpa qui dit « La raison pour laquelle on vous présente les enseignements est pour vous obliger à travailler davantage, pour vous plonger encore plus dans la confusion. » Chogyam Trungpa n'a jamais dit « Je vous présente des enseignements pour que vous soyez serein ». Ça, je crois qu'il a écrit maintenant on doit avoir plus de 10 000 pages je crois qu'on a maintenant plus de 10 000 pages de Chogyam Trungpa publiées. Je crois pas qu'il y a une seule phrase où on trouve ces niaiseries qui alimentent le discours commun. Alors je vous relis la phrase et la suite. La raison pour laquelle on vous présente les enseignements est pour vous obliger à travailler davantage, pour vous plonger encore plus dans la confusion. Alors c'est à vous de vous ouvrir un chemin dans celle-ci. Les enseignements vous encouragent à trouver le tremplin le plus proche de vous, qui est en l'occurrence la confusion. C'est très vrai, c'est très simple. C'est pas ailleurs que là où il y a la confusion qu'on peut trouver un chemin. Ça, c'est un chemin, ça, c'est une parole toute simple, une parole toute réelle, vous voyez. C'est très étrange que nous n'arrivons plus à entendre ça et que ça semble provocateur. Je lis jamais de romans, mais il y a un roman que je suis éditeur et je travaille dans une maison d'édition qui publie des romans. Alors là, il y en a un qu'on m'a conseillé de lire. C'est un des premiers que j'ai lu depuis au moins ces 3 ou 4 dernières années, que j'ai beaucoup aimé. Je savais que le titre était déjà très bien. C'était L'espoir, cette tragédie. Alors déjà, l'espoir, cette tragédie, je me suis dit waouh. Ça c'est bien vu. L'espoir, cette tragédie. Parce que c'est très proche au fond de ce que j'essaye de dire. L'espoir en tant qu'il est un nouveau rêve, c'est pas l'espérance. Il faudrait distinguer l'espoir et l'espérance. Mais l'espoir que quelque chose va aller, ouïe aïe aïe. Et à un moment, il dit, il y a cette parole. Et je me dis là quand même, c'est l'avantage des romanciers, ils peuvent oser des choses que... Donc voilà, c'est un dialogue. Dites-moi, comment qualifiez-vous d'Hitler? Kugel avait haussé les épaules. C'est un monstre. C'est un optimiste, avait corrigé le professeur Jovia. Hitler fut le plus indécrottable, le plus naïf optimiste de ces 100 dernières années. C'est pour ça qu'il a été le plus grand monstre. Vous avez déjà entendu une formule d'un optimisme aussi grossier que la solution finale? Non seulement il prétend avoir une solution, vous vous rendez compte que nous n'avons toujours pas trouvé de remède contre un rhume banal, mais en plus final. Un optimiste incorrigible, le Führer, un rêveur, et même un romantique, non. Il me suffit de tuer celui-là, de gazer celui-ci, et tout ira bien. Je suis convaincu que chaque matin, Adolf Hitler se réveillait et prenait son café en se demandant comment rendre le monde meilleur. Nous connaissons tous sa réponse, mais ce qui compte surtout ici est la question. La seule chose plus ridiculement optimiste que la solution finale est la conclusion stupide qu'elle a inspirée. Plus jamais ça. Combien de fois cela s'est-il reproduit depuis ce plus jamais ça? 3, 4, et je ne parle de ce dont nous avons eu connaissance. Mao, Staline, Pol Pot sont des optimistes. Voici une règle utile si vous voulez survivre, Kugel. Quel que soit l'endroit où vous habitez, celui où vous êtes né, quand quelqu'un se dresse devant vous et promet que tout ira mieux, prenez vos jambes à votre cou, fuyez, cachez-vous,
Les pessimistes n'installent pas de chambre à gaz. Et ça, je trouve que c'est très bien vu, parce que ce qu'il montre, c'est la croyance qu'on va pouvoir se débarrasser une fois pour toutes de la douleur. C'est une très profonde impasse. Car le problème pour l'être humain, c'est d'avoir rapport à la douleur. C'est d'avoir un rapport réel à l'angoisse. Et l'optimisme, comme il le définit dans son texte, Auslander, c'est la quête effrénée d'une solution. Et sans doute que l'existence humaine, c'est assumer qu'il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution au problème d'être un être humain. Et pour tout être humain, être un être humain sera toujours source d'une profonde inquiétude, d'une réelle angoisse, d'une interrogation profonde. Tout être humain qui veut être en rapport à son humanité ne peut pas se demander « est-ce que je suis vraiment en rapport à ce que j'ai à faire dans cette vie ?» Ne peut pas se demander « est-ce que je suis vraiment au bon endroit dans mon existence ?» Ne peut pas se demander « est-ce que je suis assez en rapport à mon cœur? Est-ce que je suis vraiment fidèle à la source que j'ai touchée quand j'étais jeune? Est-ce que j'y suis fidèle? » Comme le disait Rousseau, une vie dans les geôles est sans doute une vie tranquille, mais est-ce une vie bonne? Et est-ce que nous voulons la tranquillité ou nous voulons une vie bonne? Si le monde est tendre, c'est ça le titre du livre, la tendresse du monde, si le monde est tendre, alors il n'y a pas de solution. Il n'y a qu'une interrogation infinie. La tendresse du monde, c'est justement le fait que le monde n'est pas livrable entièrement à notre domination, que nous ne pouvons pas le dominer, le saisir, l'instrumentaliser, qu'il y a quelque chose qu'il faut écouter. Au fond, la tendresse du monde, c'est un peu étonnant comme formule, puisque on parle de la tendresse humaine, pas de la tendresse du monde. Mais l'idée, c'est la tendresse du monde, c'est ce qui nous invite à cette autre écoute. Et la tendresse ici, c'est le fait de ne pas vouloir tout dominer, premièrement. Et aujourd'hui, nous sommes pris dans la perspective de la domination générale de tout. Et c'est pas seulement les industriels qui veulent tout dominer, qui veulent faire qu'un fleuve ne soit qu'une réserve d'énergie, on met un barrage pour prendre. Maintenant, même le vent, on met des éoliennes pour prendre le vent. Le vent, c'est simplement ce qu'on peut quantifiable, mais il n'y a pas un mot avec, on peut pas mettre avec qu'on peut quantifier. Donc le vent n'est plus que ce qu'on peut quantifier. Les animaux, pareil. Et les êtres humains, pareil. Imaginez que ça devrait quand même susciter une crise chez nous, qu'il y ait dans toutes les entreprises un directeur des ressources humaines. C'est tellement barbare. C'est d'une telle barbarie, ressources humaines. Je suis un être humain, je suis pas une ressource humaine. Que l'être humain devienne une ressource, comme il y a des ressources pétrolières, comme il y a des ressources énergétiques, comme il y a des ressources que sont les stylos et les gommes, c'est une vision, mais absolument terrible, de l'humanité et de ce que ça peut vouloir dire de vivre ensemble. C'est juste, mais d'une telle violence. Et peut-être certains d'entre vous disent, mais quand même, c'est juste des mots, c'est pas si grave. Souvenez-vous de l'analyse de Klemperer, qui était le frère du grand musicien, qui a écrit comment le nazisme s'est imposé en changeant le rapport aux mots. Il était linguiste, il a noté jour après jour comment le nazisme a changé les mots, comment on appelait mort miséricordieuse le fait d'assassiner les grands malades ou les gens qui avaient des difficultés qu'on appelle entre guillemets fous. Donc, pour prendre juste un exemple, tout
tout le rapport au monde était transformé par rapport au langage. Quel est le rapport au langage que nous avons, nous, aujourd'hui? Et donc la tendresse du monde, c'est la dernière tentative que je voyais de contrebalancer cette volonté d'une instrumentalisation générale de tout, y compris de la méditation comme une forme d'instrumentalisation pour être plus cool, plus serein, plus efficace. Et ça, à mon avis, ça c'est l'extrême de la barbarie. Il y a la barbarie relative de l'industriel qui veut juste gagner plus d'argent en écrasant les autres, et puis il y a la barbarie au niveau supérieur où on utilise par exemple la méditation, la poésie, l'art, pour promouvoir plus avant le contrôle total, tout contrôler. Alors où tout l'enjeu serait au contraire de se laisser toucher par le monde, et donc d'accepter que l'être humain n'a pas à devenir une machine, mais à assumer son humanité. Donc la vulnérabilité, c'est notre humanité. Et mon propos, j'en parle un peu là aujourd'hui d'un point de vue, disons, presque politique, mais on pourra en parler d'un point de vue très simple, d'un point de vue très humain. Je veux dire, je vois tant de gens s'effondrer devant la violence qu'ils subissent, par exemple, au travail, et c'est très difficile qu'ils voient l'étendue de cette violence qu'ils subissent. Et la tendance est de penser qu'il y a juste un problème, on a juste un problème psychologique parce qu'on n'est pas assez efficace. Non, c'est presque sain que des êtres humains, à un moment, ne peuvent pas aller au bout de la déshumanisation, que quelque chose en eux résiste. Et voyez le lien avec mon livre sur Auschwitz, où j'essayais de penser justement, non pas l'événement historique d'Auschwitz, mais comment Auschwitz teinte encore notre présent comme visage extrême de déshumanisation. Kafka dit ça, le dit comme ça: nous ne vivons pas dans un monde détruit, mais dans un monde détraqué. Tout craque et cliquette comme dans le gréement d'un voilier délabré. La misère que vous avez vue n'est que la manifestation superficielle d'une détresse beaucoup plus profonde. Et ce qui m'importe, c'est de réussir à approcher cette détresse beaucoup plus profonde, parce que je ne vois pas comment nous pourrons essayer d'aller mieux et de faire que ce monde soit plus habitable si nous ne voyons pas cette détresse beaucoup plus profonde. Ouais, je pourrais vous dire beaucoup d'autres choses, mais tout est dans le livre. Mais voilà, en tout cas, un peu quelques idées du livre et pourquoi je l'écris et de la place qu'il a dans mon existence et pourquoi je l'écris à ce moment-là de mon existence. Si vous avez des questions, vous êtes vraiment bienvenus. J'ai bien conscience que mes propos sont un peu provocants, même s'ils le sont beaucoup moins que ceux de Franz Kafka. Il faut juste une chose. Je vous ai parlé plusieurs fois de Kafka. Il faut absolument que je vous dise, mon livre a été écrit dans une méditation sur Franz Kafka. Donc, je vous ai parlé de Kafka parce que mon livre s'appuie sur Kafka. Il n'est pas du tout nécessaire d'avoir jamais lu un livre de Kafka pour lire mon livre. Mais je m'appuie sur lui parce que je trouve qu'il a une lucidité extraordinaire et qu'il aide à voir plus clairement. Oui. On va vous donner le micro. Alors, si vous pouvez juste donner votre prénom avant de poser une question. Oui, je m'appelle Isabelle. Quoi après ce livre? Ce livre, c'est un début. Comme, enfin, tout est un début, mais ce livre est aussi le début de quelque chose. Non? Qu'est-ce qui vous fait, à cause de quoi faut vous préciser votre question? Oui. Alors, en fait, donc là, vous faites un constat. Oui. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est ça. Si vous allez voir si vous êtes malade et vous allez voir un médecin, si le médecin vous dit, voilà,
tout va bien, soyez optimiste. Au revoir madame, c'est la catastrophe. Si le médecin vous dit, oui, vous avez raison, il y a un problème. Voilà ce que vous avez, on fait une telle analyse, on voit ce qu'il y a. Oui. À partir de là, d'une certaine manière, le remède apparaît, enfin, les 3/4 du travail sont déjà faits. Je parle beaucoup de ça dans le livre, de ce qu'on fait, mais ce qu'il faut vraiment réussir à comprendre, c'est c'est sûr que c'est un peu surprenant, mais ah non, c'est pas surprenant du tout, c'est ce qu'on voit autour de nous. Non, mais ce qu'il faut vraiment voir, c'est analyser le système du désastre, c'est profondément heureux. Et donc, quand même, je dis dans le livre, on dit que Kafka est un écrivain de l'angoisse, et moi je dis pas du tout. C'est un écrivain de la plus grande libération et du plus grand soulagement. Et ce qui est angoissant, c'est le cinéma hollywoodien. Alors évidemment, c'est un peu surprenant comme phrase de dire que beaucoup plus angoissant que Kafka est le cinéma hollywoodien. Alors je m'explique. Le cinéma hollywoodien est fabriqué industriellement, c'est une industrie, la deuxième qui rapporte des devises aux États-Unis après l'armement, non, après l'aéronautique. Et donc elle est faite pour rapporter de l'argent, pas du tout pour éveiller les êtres humains. Et elle est faite de telle manière que vous avez le moins de lucidité possible, que vous êtes complètement capté par les images. Pourquoi ? Il faut que vous soyez capté par les images, c'était pas le cas il y a 15 ans, mais parce que les films sont faits pour passer à la télévision. Et s'ils passent à la télévision, il faut que votre attention soit focalisée sur le film, de telle manière que vous ne zappez pas, que vous ne passez pas sur une chaîne concurrente. Pourquoi ? Parce que ce qui compte, c'est les coupures pour la publicité. Comme le disait l'ancien directeur de TF1, Patrick Lehay, le rôle de la télévision, c'est de vendre du temps de cerveau disponible à Coca-Cola. Qu'il a eu beaucoup de... c'est très juste. Donc le cinéma a une fonction tout à fait particulière, à la fois de rapporter un certain nombre... de produire une industrie, dans la guerre économique qui signe notre temps, et aussi d'anesthésier l'esprit humain. Donc pour moi, je trouve que c'est beaucoup plus angoissant que quelqu'un comme Franz Kafka, qui décrit dans ses nouvelles l'état d'enfermement dans lequel nous sommes. Mais vous ne pouvez décrire l'état d'enfermement qu'à partir du moment où vous n'êtes plus dans l'enfermement. Donc, à l'instant où vous voyez l'enfermement, vous n'êtes plus dans l'enfermement. Donc, vous êtes déjà, d'une certaine manière, du point de vue de la guérison. Donc, mon image est pas tout à fait juste, celle du médecin, parce qu'il faudrait dire que le médecin, encore, il doit faire le diagnostic, après faire une ordonnance avec les médicaments que vous allez prendre ou le régime que vous allez faire. Mais dans ce dont on parle, à l'instant où vous voyez les systèmes du désastre, vous êtes hors du système du désastre et vous êtes déjà dans une forme de guérison. Vous avez parlé d'un combat. Est-ce que vous croyez que ce combat peut être gagné ? Franz Kafka parle de l'idée que pour l'être humain, il n'y a de choses, il n'y a de travail véritable que de l'ordre d'un combat, mais pas combat au sens de la violence et du combat de la guerre économique, mais d'un combat pour que quelque chose apparaisse. Comme l'écrivain combat pour que le texte qu'il a à dire apparaisse le plus justement, ou comme un chanteur, il y a un combat, mais il faudrait l'entendre de manière vraiment... faudrait que je retrouve le texte de Kafka pour qu'on l'entende, mais c'est pas du tout un combat agressif ou violent contre, c'est un combat pour que quelque chose advienne. C'est il faudrait peut-être quelque chose de l'ordre d'une lutte amoureuse. Mais j'ai pas le texte exact. Et pour répondre à votre question, est-ce que je crois que là où il y a des êtres humains, il y a cette manière de pouvoir être en rapport à la tendresse du monde et d'être vulnérable. Donc mon rôle et ce qui m'intéresse, c'est pas de faire des pronostics, mais c'est de réveiller déjà en moi-même, de réveiller cette possibilité humaine que notre temps tente d'écraser. Et donc, vous voyez, c'est très important. Il ne s'agit pas pour moi ni d'inventer un nouvel enseignement, ni d'être dans une sorte de gourou qui dit qui sait quelque chose, mais juste de dire, vous savez vous-même quelque chose du plus profond de cette tendresse et de cette vulnérabilité, faites confiance à ça. Et donc, j'ai juste essayé de travailler pour aider chacun à faire confiance à ce que nous savons déjà.
Si j'ai bien compris, après ce que tu as dit, que les relations actuelles sont fondées surtout sur la domination, sur la violence. On pourrait dire peut-être plus justement, pour nous, ce qui est, c'est ce que je peux comptabiliser. Ça, c'est une forme de violence très étonnante et donc, aujourd'hui, par exemple, la méditation, on considère qu'elle n'est réelle que s'il y a des mesures qu'on a pu faire du cerveau qui montrent que c'est une vérité. Que l'amitié n'a de sens que si on peut faire des mesures qui montrent que l'amitié a tant d'effets dans votre existence. Mais pourquoi? Parce que la tendresse est plus difficile de construire, et c'est la première question. Et la deuxième, maintenant le capitalisme, pas mal d'économistes trouvent que le capitalisme est à la fin, au bout du souffle. Est-ce que c'est possible? Est-ce que dans l'histoire existait la situation que la tendresse a gagné et l'agressivité, la violence a été diminuée? Est-ce que c'est possible de construire la société sur la tendresse et la confiance? Je pense que si on y va par là, on est perdu. Pour une raison très simple, c'est que on voudrait être à l'extérieur et regarder le phénomène, ce qui n'est pas possible. On ne peut pas. C'est la fameuse analyse de Kant qui dit il est absurde de dire si le monde va mieux ou moins bien qu'à une autre époque, parce que nous ne pouvons pas avoir le rapport à l'histoire où nous vivons, comme on pourrait l'avoir avec les planètes qu'on peut observer, et que Copernic a pu comprendre l'organisation. Et donc, quand on demande est-ce qu'il y a un progrès, il dit c'est une question impossible humainement à répondre. Nous sommes dedans. Donc c'est pas ça qui importe. Mais ce qui importe, c'est à chaque moment, d'ouvrir soi-même cette expérience de tendresse. C'est à nous de le faire. Non, je peux pas dire ça. Non, on peut pas dire ça. On peut dire aussi le contraire. On peut dire la société est fondée sur un véritable altruisme, sinon elle ne tiendrait pas. Donc on peut pas dire ça. C'est pas, en tout cas, ça n'a rien à voir avec mon propos. Je n'ai rien à dire sur cette question-là. J'ai rien à dire sur cette question-là. C'est pas mon propos. Mon propos est d'essayer de voir le système du désastre, c'est-à-dire là où le monde est, la manière dont notre monde est détraqué. C'est complètement différent. Mais je ne dis pas qu'il n'y a pas plein d'autres choses dans notre monde. Mais il y a un aspect qui est détraqué. C'est ça qui m'intéresse de regarder. Mais je vivrais il y a 2 siècles. Je vivrais à l'époque je vivrais au 5e siècle avant Jésus-Christ. Je vous dirais comment le monde est détraqué. Ils ont mis à mort Socrate, et Socrate a bien, en tant que philosophe, montré par où le monde était détraqué. Alors, c'était pas détraqué, il aurait dit un autre mot, parce que détraqué, ça dit quelque chose de très profond de notre monde. Mais Socrate aurait essayé de montrer la négation très violente qui était dans sa société contre l'appel à un rapport de vérité. Mais le travail de Socrate qui va le conduire à être mis à mort et de dénoncer l'hypocrisie et le mensonge ne lui faisait pas dire que la société était... C'est d'un autre niveau, ce dont on essaye de parler. Je ne suis pas un prophète qui va vous dire ce qui va se passer demain, mais j'essaye de faire une analyse sur notre situation. Le rêve, il me semble que vous lui donnez une valeur négative. Très. Oui. Au sens de la rêverie. Alors après, dans mon livre, il y a tout un chapitre sur le rêve au sens positif. Voilà. Mais ça, c'est pas le thème d'en parler ce soir, mais vous verrez, je parle beaucoup de ça. Mais je parle ici du rêve au sens de la rêverie, c'est-à-dire rêver pour fuir le réel. Après, comment il y a un rêve qui ouvre le réel, oui, parce que les artistes utilisent la rêverie, alors. Non, les artistes utilisent le rêve contre la rêverie. Le rêve, voilà. Voilà, c'est-à-dire la rêverie, c'est je rêve parce que j'ai pas envie de souffrir, donc je rêve d'un monde meilleur. Et comme ça, je fais rien.
Mais parfois l'utopie peut permettre... C'est encore autre chose, l'utopie, vous voyez, parce que l'utopie, c'est encore autre chose. Moi, je parle du rêve qu'on voit sur les affiches de publicité qui nous disent achetez du bonheur, ou grâce à la méditation, vous serez plus stressé, ou j'écris un livre sur la sérénité, vous laissez lire ce livre et vous serez serein. Voilà, ça c'est le mensonge. C'est le rêve comme mensonge qui veut nous aveugler sur l'étendue de la souffrance réelle de notre monde. Je veux dire, notre monde souffre assez pour qu'il faille s'ouvrir à cette souffrance. Donc c'est une certaine définition du rêve, alors. Oui, absolument. C'est le rêve comme rêverie. Mais vous lirez mon livre, vous verrez, je parle beaucoup du rêve de manière très positive. Il faut être très subtil pour comprendre le rêve d'une poétique. Ça demande beaucoup de travail. Ouais, je disais, par propos du cinéma hollywoodien, en fait, je trouve qu'il y a des auteurs qui sont en même temps au service des grosses boîtes de production hollywoodiennes et en même temps qui essaient de faire passer leur message à travers leurs films. Bien sûr, puis moi-même il m'arrive de voir des films américains, il y a pas de problème. Et qui en même temps ouvrent l'esprit, aux gens qui sont pas très éclairés comme moi, qui lisent pas beaucoup de livres. Il y a pas de problème. Après, c'est juste important de voir quelle est la structure de production du cinéma, à quoi ça correspond et quel est le projet général de cette industrie, qui n'était pas du tout le même que dans les années 60, ni dans les années 50, ni dans les années 20. Il y a eu différents projets du cinéma hollywoodien des années 20. Ah, c'est complètement différent. Non, le projet a complètement changé. Là, je parle du projet aujourd'hui, qui est lié, comme Fellini l'avait très bien vu, à la télévision. C'est-à-dire, la télévision signe un autre. Il n'y a pas aujourd'hui de production de films qui ne dépendent pas de la télévision. Donc, ça change radicalement ce qu'est la possibilité d'un film. D'accord. Maintenant, ça n'empêche pas partout. Vous savez, partout où il y a des êtres humains, il y a des êtres humains. Donc, même si l'industrie hollywoodienne va dans un sens, c'est des êtres humains qui le font, donc il y a quelque chose d'humain. Voilà. Et il s'agit évidemment pas d'être unilatéral. Partout où il y a des êtres humains, ils tentent de préserver quelque chose de leur humanité. Il faut juste, mais voilà il s'agissait pas pour moi du tout de condamner le cinéma hollywoodien, mais d'arriver à montrer pourquoi c'était beaucoup plus angoissant que de lire Franz Kafka. Voilà. Contrairement à ce que tout le monde veut croire. Ce que je veux dénoncer, c'est cette idée. Kafka, c'est un auteur, c'est compliqué, donc c'est pour les intellectuels. Kafka était un homme tout à fait simple, qui travaillait dans une boîte d'assurance. C'est le contraire de. Alors on dit c'est angoissant, mais c'est pas du tout angoissant. Kafka au contraire. Et d'abord, ceux qui l'écoutaient, comment? Le procès, c'est quand même non. J'ai vu uniquement le film, mais le film est assez angoissant. Non, mais c'est pas angoissant. Tout ce que j'essaie de vous dire, c'est que c'est pas angoissant. D'abord, les gens qui témoignaient de comment il racontait les histoires, disent tous qu'il était plié de rire quand il racontait ces nouvelles. Et troisièmement, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est montrer l'angoisse, comme le fait Kafka, fait que vous êtes hors de cette angoisse. Sinon, vous pouvez pas la montrer comme ça. Donc là, il y a quelque chose qui n'est pas, c'est pas angoissant de dire à quelqu'un, voilà comment vous êtes angoissé. C'est angoissant de dire à quelqu'un, tu n'es pas angoissé quand il est angoissé. Voilà, c'est ça que j'essaye de montrer en parlant de cinéma hollywoodien. Le cinéma hollywoodien fait semblant que tout va bien en nous anesthésiant. Kafka dit, oui, il y a quelque chose où ça va mal. Et je trouve que quelqu'un qui dit ça vous libère. Donc voilà, c'est ça que j'essaye de montrer. C'est l'inverse de ce qu'on croit. Et ça, ce que je dis, c'est le sens même de toute œuvre d'art. Véritable, une œuvre d'art véritable, vous touche et vous remonte la tendresse du monde. En ce moment, j'écoute beaucoup Fauré, c'est absolument inouï. C'est de la pure musique. Et vous l'écoutez, parce qu'il n'a pas de message à faire passer, à la différence des cinéastes dont vous parlez. Il vous expose dans la pure musique et il vous guérit. Voilà, et ben c'est ça qui est très nécessaire pour notre monde aujourd'hui. C'est ça, l'art d'être vulnérable, c'est pouvoir accepter d'écouter Ravel ou Fauré, puisque j'écoute Fauré en ce moment. C'est attendez, on va vous donner
Qui a le micro, c'est le grand avantage. On a le micro, donc on peut tous s'entendre. En fait, tout ça, c'est quand même assez destructeur, parce que si finalement, bon, il n'y a pas de solution, on reçoit un coup de hache, très bien, on se réveille, on voit vraiment qu'il y a tout ça, mais on peut rien faire. Non, mais pas du tout. D'abord, ce qui est destructeur, je suis désolé, mais je peux pas. Ce qui est destructeur, c'est qu'il y ait des solutions. Mais ce que je dis est tellement simple. C'est-à-dire, le propre, quand vous avez une solution, quand vous avez une solution, il n'y a plus rien qui est ouvert. Le propre pour un être humain, c'est d'abord de pouvoir être question. Si vous lisez un livre, si vous avez déjà la solution, vous n'avez même pas besoin de le lire. Non, si vous le questionnez, les plus belles, le rapport le plus que vous pouvez avoir un livre, c'est que vous êtes toujours à même de le questionner à neuf. Et même, je dirais la rencontre avec quelqu'un, si vous avez déjà une solution, quel rapport vous avez avec quelqu'un? Non, mais être avec quelqu'un, c'est d'être gardé ouvert dans la relation et de ne pas savoir d'avance ce qui va se jouer dans la relation. Si vous savez d'avance ce qui va se jouer dans une relation, il n'y a plus rien qui se passe. Donc je pense que c'est exactement le contraire. Et par contre, qu'il y ait besoin que cette hache qui libère de la glace, c'est ce qui nous gèle. Quand il y a plus de glace, ben vous respirez. Je crois c'est aussi simple que ça. Et quel est le problème majeur? Le problème majeur n'est pas du tout, contrairement à ce qu'on raconte, le stress, l'angoisse, la déprime et le fait que nous soyons malheureux. Le vrai problème, c'est la plongée dans le brouillard général dans lequel nous sommes. Nous sommes asphyxiés d'un brouillard général dans lequel on ne sait même pas ce qui se passe. Je connais vraiment nombre de gens qui ont des problèmes terribles en ce moment, qui s'effondrent dans leur travail, qui s'effondrent dans leur vie. Et pourquoi? Parce qu'ils ne sont plus en contact avec rien. Ils sont dans un état de brouillard complet. Et la violence qu'ils subissent fait qu'ils sont dans un brouillard complet. Donc je crois que c'est ça le problème majeur. Et ce brouillard qui fait que, je veux dire, si on pense, puisque c'était le livre précédent à Auschwitz, ceux qui ont été justes et qui se sont engagés, c'est parce qu'ils ont reçu un coup sur la tête, ils ont trouvé ce que raconterait bien René Char, la gifle que c'était de voir la manière dont on considérait les Juifs. Ça lui était insoutenable. Mais donc vous voyez, c'est pas parce qu'il a trouvé ça insoutenable qu'il a fait quelque chose. S'il voulait se shooter avec un peu plus de sérénité, je pense que c'est ça qui fait qu'on accepte tout. Donc je crois que ce dont nous avons besoin, je crois que ce que je dis est vraiment un propos qui ne repose que sur une infinie confiance dans la capacité à chacun. Mais ne me demandez pas évidemment à moi de vous dire ce que vous avez à faire. C'est pas mon rôle, ni d'être prophète, ni de dire à chacun voilà ce que vous allez faire pour sauver l'humanité. Non. Mais ce que je peux dire, c'est ne vous laissez pas endormir. Voilà. Et acceptez que quelque chose vous réveille de ce que vous ressentez. Et ne se couper de tout ce qu'on ressent pour être toujours plus efficace, voilà qui nous conduit droit dans le mur, à la fois au niveau personnel et à la fois au niveau social. On va donner le micro. Il y avait d'autres questions par là? Peut-être ceux qui n'ont pas jamais posé de questions. On va donner mademoiselle. Merci. Bonsoir, je m'appelle Anna et il faut dire que je suis un peu surprise la première fois quand j'essaye de méditer, donc je me suis pas du tout attendue à ça. Et ça, mais quand même, j'ai une question. Toute ma vie, j'ai étudié l'inconvénient d'être né. Donc j'essayais dans toutes mes interactions avec les autres, c'est pour des raisons personnelles, de les réveiller. Et même si j'avais rien à leur proposer. Donc, comme vous dites, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit jusqu'à maintenant. Mais après, je vois qu'il y a un certain moment où ils sont polis. C'est un sujet fascinant, mais c'est abstrait. Abstrait, je sais pas, abstract.
Et après, il est en zone de confort qu'ils disent oh attends un peu, ne t'approche pas plus de moi, c'est ma zone de confort, j'ai besoin de self-deception. J'ai besoin de me mentir à moi-même parce que sans ça je ne peux pas vivre. C'est Maya, c'est l'illusion dont on parle. C'est matériel à moi. Et après, on se trouve comme dans le film Matrix. On se trouve seul, on se trouve isolé. Et on dit parfois pourquoi j'ai pris la pilule rouge et j'ai pas pris la pilule bleue. Et après, est-ce que on souhaite presque qu'on est comme le traître dans Matrix, qu'on dit oui, je sais que ce steak il est pas vrai, mais quand même pour moi c'est vrai. Est-ce que vous croyez qu'il y a une valeur dans ce statement? C'est très beau ce que vous dites. C'est très. Je parle beaucoup de ça dans le livre. Je raconte même la discussion que j'ai avec quelqu'un qui me dit ça. Alors c'est moins bien dit parce que je vous avais pas rencontré, sinon j'aurais formulé comme vous l'avez formulé, c'est encore mieux. Mais oui, je parle dans le livre avec quelqu'un qui me dit, au fond, avoir cette lucidité et d'accepter cette vulnérabilité, ça vivre une vie beaucoup plus difficile que de ne pas être pris par tout ça. Et au fond, vivre une vie confortable. Alors, tout l'enjeu de ce que j'essaye de mon travail, c'est de dire non. Il vaut mieux mais c'est très difficile. Je pense que vous avez posé vraiment la question. En fait, le dilemme, avec ce que je me confronte maintenant, c'est que je ne veux plus vivre isolée en disant, ok, je détiens la vérité, puis le rouge, machin. J'aimerais trouver un happy medium. J'aime bien m'accrocher à une espèce de rêve, mais aussi je ne peux plus fermer les yeux. Une fois qu'on lève le voile de la vérité, on va dire en guillemets, on peut plus fermer les yeux. Oui, une fois qu'on a vu le voile de la vérité, on est amoureux fou et transi de la vérité qui nous rappelle à chaque instant que nous ne sommes pas vraiment, pour reprendre l'analyse de Platon, et qui est une expérience profondément humaine et qui est très profondément juste, qu'à voir avec cette tension dont je parlais, qui peut faire qu'on peut pas être relâché. Parce que cette tension qui nous fait de quoi nous sommes amoureux. Et j'avais noté dans mes notes, et puis j'ai arrêté mes propos à la moitié de ce que j'avais pensé vous dire, mais j'avais pensé finir en disant, au fond, l'essentiel, c'est qu'est-ce que j'aime? Est-ce que j'aime mon compte en banque? Est-ce que j'aime d'avoir un peu plus de pouvoir? Ou est-ce que j'aime cette ouverture? Enfin, qu'est-ce que nous aimons? C'est ça la question centrale. Mais maintenant, il y a un autre aspect de votre question, c'est il y a deux aspects. Il y a un aspect, assumer la vulnérabilité, c'est assumer une forme d'inconfort. Est-ce que ça serait pas mieux d'oublier cet inconfort pour vivre tranquille? Ça c'est une question. Puis il y a une autre question, c'est est-ce que le fait d'assumer cet inconfort ne va pas nous isoler? Ça c'est une autre question. Et ça, autant la première question, je comprends, autant la deuxième question, je pense que c'est pas juste. Je pense que quand vous êtes en rapport à cette vulnérabilité, ce n'est pas vrai que ça vous isole. C'est que votre rapport à la vulnérabilité n'est pas entièrement juste. Quand le rapport à la vulnérabilité est entièrement juste, alors il y a une vraie tendresse qui se manifeste et vous n'êtes pas menaçant pour les autres. Vous ne les poussez pas, vous ne les provoquez pas. Là, je parle, donc je dis ça, mais dans la vie de tous les jours, je ne dis pas à ma boulangère, attention, non. Vous êtes en rapport à la situation. Okay. Donc je crois au contraire que cette tendresse vous rend plus tendre et donc plus sensible à la mesure. Mon livre finit sur l'art de la nuance. Et je crois qu'on ne peut parler de ce dont je parle que si on comprend très précisément l'art de la nuance. Et je finis sur une sorte de méditation sur Debussy, la nuance, et j'essaye d'écouter comment Debussy nous révèle quelque chose de la nuance. Mais j'écoute Fauré aujourd'hui, écoutez Fauré, les mélodies de Fauré chantées en français. Pour ma part, je vous conseille d'écouter Camille Morane, qui est pour moi le sommet. Vous écoutez les autres et puis vous écoutez Camille Morane. C'est une diction, mais c'est inouï d'entendre le français comme ça. Alors je vois qu'il y a des musiciens dans la salle, moi je connaissais pas il y a encore une semaine. Donc vous me direz si je suis un tout petit peu, si c'est juste ou pas. Et là, vous voyez ce que c'est la justesse. Et la justesse, c'est pas la justesse à avoir avec vraiment la nuance. C'est vraiment un art de la nuance. Ça, c'est ma réponse. Maintenant, je vous donne la réponse de Shogam Trungpa. Parce qu'il y a quelqu'un qui lui posait la question et il répondait « Ce qui vous manque quand vous décrivez ça, c'est le sens de l'humour. »
Et vous ne pouvez avoir un rapport à tout ça que si vous avez un vrai sens de l'humour. Mais je crois que là-dessus, cette question a été si belle qu'on pourrait arrêter. J'ai bien conscience qu'il y a plein d'autres questions, mais toutes les questions sont répondues dans le livre. Donc voilà. Merci pour tout, et à bientôt.